bonjour à tous, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle masterclass organisée par Cannes Cinéma, nos masterclass en ligne. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Bruno Vermogoschi, notre intervenant et professeur de cinéma. Bonjour Bruno. Bonjour Aurélie, bonjour à tous. Et aujourd'hui, vous allez nous parler donc de fiction et documentaire. Exactement. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que vous savez peut-être que le mois de novembre est traditionnellement voué au cinéma documentaire. Malheureusement, le confinement n'a pas permis les projections qui étaient initialement prévues un peu partout en France. Donc, il m'a semblé intéressant de donner un petit clin d'œil au documentaire. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Joël Malton de nous montrer la première affiche qui est prévue aujourd'hui. C'est une affiche malheureusement qui n'a pas été beaucoup diffusée puisque c'était précisément celle qui concernait le mois du film documentaire. Alors, nous allons donner un petit coup de chapeau au documentaire et il m'a semblé particulièrement intéressant de revenir à une question qui est à la base de toute réflexion cinéphile, à savoir est-ce que le documentaire c'est du cinéma et est-ce que le documentaire est particulièrement éloigné de la fiction, aussi éloigné de la fiction qu'on peut le penser? Alors, c'est une question qui, je dirais, semble évidente dans sa réponse. En réalité, il faut bien concevoir que le cinéma, c'est de la fiction et du documentaire. Même si le documentaire est une branche du cinéma, un genre peut-être, on verra cela tout à l'heure, en tout état de cause, le documentaire fait partie du cinéma au même titre que la fiction. Alors, pour préciser le débat, je vais vous lire une citation de Jean-Pierre Jancolas, qui est tirée de son Histoire du cinéma français. Je vais demander d'ailleurs la deuxième diapositive à Joël, comme ça vous pourrez suivre la citation en direct. Le nom de Lumière est à juste titre attaché à un certain type de cinéma qui sera qualifié plus tard de documentaire. Louis Lumière est le premier cinéaste du réel qu'il s'est organisé avec le sens aigu de l'image, du cadre, de l'éclairage, du mouvement et de la tension à l'intérieur d'un plan unique. Alors, ce qui est intéressant, c'est évidemment que les frères Lumière, Louis et Auguste, soient considérés comme les pères fondateurs du documentaire. Pourquoi Louis plus précisément que Auguste? C'est parce que c'est Louis qui, en général, filmait au début, d'une part, et que c'était lui qui était peut-être plus photographe que son frère. D'autre part, ce qui est intéressant, c'est que dans toute la citation que je viens de vous lire, il y a le mot organiser. C'est quand même curieux de dire que l'on organise le réel. Ah, normalement, le réel, il est là, bien là, on ne le touche pas. Et si on l'organise, ça veut dire qu'on le modifie et qu'à ce moment-là, le réel n'est peut-être plus tout à fait réel. Et vous voyez que tout de suite se pose la question de ce qu'est véritablement le documentaire, surtout que quand on continue dans la lecture de la citation, on s'aperçoit qu'il s'agit d'avoir un sens aigu de l'image, du cadre, de l'éclairage, du mouvement de la caméra, c'est-à-dire tout simplement, il s'agit ici d'esthétique. Et le réel a-t-il besoin d'esthétique aussi? Vous voyez que petit à petit, cette citation nous amène vers une sorte de mise en scène du réel, et à ce moment-là, nous rejoignons le problème de la fiction. Alors, prenons la diapositive numéro 3, et vous allez comprendre tout de suite ce que je veux dire. Il s'agit d'une image de l'entrée du train en gare de La Ciotat, donc d'un photogramme, et c'est certainement le film Lumière qui est le plus connu dans les plus de 1500 films Lumière qui ont été tournés. Or, regardez, ce qui a fait la célébrité de ce plan, c'est que que la locomotive pardon, se rapproche de la caméra dans une forme de diagonale de rapprochement. Et à ce moment-là, vous savez que la légende a dit que les spectateurs s'étaient levés en hurlant parce qu'ils croyaient qu'ils allaient être écrasés. Je ne reviendrai pas sur cette légende. Ce qu'il faut simplement préciser, c'est que cette projection de l'entrée du train en gare de La Ciotat n'a pas eu lieu le 28 décembre 1895, quand la première séance de cinématographe Lumière a eu lieu dans le Salon indien à Paris. Je ferme la parenthèse. Toujours est-il que quand on regarde cette image, on s'aperçoit à très juste titre qu'il y a un travail entre les masses sombres, la locomotive et les wagons d'une part, la masse claire du quai, et ce qu'il faut savoir, c'est que ces masses sombres et ces masses claires se retrouvent dans les costumes qui sont ainsi distribués à droite de votre écran, et on sait qu'en fait, les personnages qui sont à l'écran
sont pour certains d'entre eux des membres de la famille des frères Lumière. Et donc, dans la mesure où on a demandé aux gens de la famille Lumière d'être là et de se déplacer à tel ou tel endroit, on peut dire qu'il y a mise en scène, et à ce moment-là, nous ne sommes pas loin d'une mise en scène de fiction. Vous voyez que les propos des frères Lumière, qui considéraient toujours que leur invention était bonne à conserver des souvenirs familiaux ou des souvenirs d'événements historiques, ces propos peuvent être assez rapidement battus en brèche, et en particulier, on peut se rappeler qu'ils ont quand même réalisé aussi L'arroseur arrosé, et là, c'est le premier film burlesque qui date de 1897 auquel nous pouvons penser. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que si l'on, et malheureusement je ne peux pas vous montrer d'images supplémentaires, si l'on pense par exemple à la sortie des usines Lumière, il y a 3 versions qui ont été tournées, on s'aperçoit que les ouvrières et quelques ouvriers qui sortent de l'usine se répartissent soit sur la droite, soit sur la gauche quand ils sortent, en évitant évidemment de se bousculer, et qu'ils ne mettent pas plus de 40 secondes pour sortir de l'usine. Donc ça signifie qu'on les a massés derrière la porte de l'usine, parce que la durée d'une bobine à cette époque-là n'excédait pas 40 secondes à 1 minute au maximum. Et vous voyez qu'ici encore, dans les 3 d'ailleurs versions de la sortie des usines Lumière, il y a une véritable mise en scène. Je vous conseille d'ailleurs de vous faire un cadeau pour la Noël, c'est le coffret des films Lumière édité par l'Institut Lumière et commenté par Thierry Frémaux. Et vous verrez toute la richesse du commentaire de Thierry Frémaux qui vous montre tout ce qu'il y a eu comme mise en scène justement dans les films des frères Lumière, avec une restauration assez extraordinaire de l'image. Mais de la même façon, vous prenez un film comme Les Forgerons, on s'aperçoit que l'un des 2 forgerons a une cravate, c'est quand même un peu curieux pour frapper des fers à cheval, et vous avez in extremis quelqu'un qui apporte à boire juste quand il faut. Ou alors vous avez le repas de bébé où on s'aperçoit que Auguste Lumière et son épouse Marguerite donnent à manger à leur fille André et on pense que c'est un repas de bébé. En réalité, il y a une bouteille d'alcool au premier plan et on s'aperçoit là encore que tout a été mis en scène. Donc, tout ceci nous montre déjà que dans ce qu'on a qualifié de cinéma du réel, avant de parler de documentaire, eh bien, il y avait déjà une part de mise en scène. Et c'est à ce moment-là qu'intervient un deuxième élément du problème que nous posons, c'est Georges Méliès. Alors, je vais demander la vue suivante à M. Malton. Merci Joël. Et vous allez voir que dans la vue suivante, nous avons d'une part, je dirais, le cinématographe Lumière, une affiche qui peut être intéressante, en ce sens que si on l'observe, vous avez un prêtre qui nous tourne le dos, un militaire, une dame sans doute de la haute société à sa gauche, et un enfant à droite qui nous regarde, exactement comme dans un tableau de la Renaissance. Pourquoi cette publicité? C'est tout simplement pour nous dire que le cinématographe Lumière est je dirais, réservé non pas à des adultes choisis sur le volet, mais à toute la population, quel que soit son âge et quelles que soient les couches de la société. À partir de là, on comprend que le cinématographe Lumière s'adresse à tout le monde, mais en même temps, il ne prétend pas faire autre chose, comme je disais tout à l'heure, que de représenter le réel. Ce qui n'est pas vrai, nous l'avons vu. Or, voyez l'anecdote qui est à côté. Georges Méliès voulait acheter l'invention familiale. Il a assisté à la première projection. Il s'est précipité vers Antoine Lumière et voici ce qu'Antoine Lumière lui a répondu. Non, le cinématographe n'est pas à vendre. Et remerciez-moi, jeune homme, cette invention n'a aucun avenir. Alors, c'est certainement une posture de la part d'Antoine Lumière. Vous savez que les frères Lumière et leur père étaient aussi des industriels qui avaient vraiment le sens du commerce. Donc, sans doute, Antoine Lumière s'est tiré de cette demande par je dirais, une pirouette. Mais en même temps, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que Méliès avait tout de suite senti, lui qui avait repris le théâtre Robert Houdin, donc qui donnait des spectacles de magie, toute la potentialité du cinématographe pour justement entrer dans la magie. Et à ce moment-là, très rapidement, on s'est mis à opposer d'une part le cinématographe Lumière qu'on appelait les vues Lumière, et d'autre part la magie Méliès avec ce qu'on appelait les tableaux Méliès. Je vais demander à Joël l'image suivante. Merci. Voilà. Donc, ce qu'il est important de remarquer dans cette image, vous voyez, c'est que pour des essais de photographie
vers 1888, Auguste Lumière lui-même faisait des essais d'instantané, donc il avait en tête quand même des réflexions sur le mouvement, et ce faisant, figeant le mouvement, il y avait quand même bel et bien en germe des éléments de fiction tels que va les intégrer Georges Méliès, et vous avez à côté le programme du cinématographe projeté au Salon indien le 28 décembre 1895. Ceci pour vous prouver qu'effectivement, l'entrée du train en gare de la Ciotat ne se trouvait pas projetée ce jour-là. En revanche, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que la définition du cinématographe qui est recueillir tous les mouvements pendant un temps donné, de manière à reproduire ensuite ces mouvements en projetant grandeur naturelle devant une salle entière, c'est ça la définition précise du cinéma telle qu'elle est reprise encore de nos jours par les spécialistes, et c'est ce qui permet d'opposer d'ailleurs la salle de cinéma à l'écran de télévision. Une petite parenthèse, en cette période où la télévision remplace de plus en plus le cinéma, semble-t-il, tout au moins pour le moment. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que cette définition peut aussi bien s'appliquer aux documentaires qu'aux films de fiction, et nous allons voir l'image suivante. Il s'agit normalement du portrait de Georges Méliès, voilà, et de deux de ses films parmi les plus célèbres. Vous avez évidemment Le Voyage dans la Lune, dont la version colorisée a été retrouvée et rééditée il y a quelques années et projetée au Festival de Cannes sur une musique du groupe R. Et vous avez en bas L'homme à la tête de caoutchouc qui permet à Méliès d'apparaître deux fois lui-même à l'écran. Donc cette duplication qui est aujourd'hui produite par des images de synthèse, elle existait déjà au tout début du cinéma et des films, je dirais, de la magie Méliès. Ils pouvaient se reproduire plusieurs fois en utilisant un système de cache contre cache que je ne vous expliquerai pas maintenant, j'en ai pas le temps. Toujours est-il que, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que dans la magie Méliès, il y a quand même des éléments de décor peints, certes, mais des éléments de décor réels aussi, la chaise, la table, et puis il y a des éléments du réel qui sont tirés de Méliès lui-même. C'est bel et bien le visage de Méliès qu'on voit à l'écran. Et par voie de conséquence, même dans une magie, même dans un tableau Méliès, on s'aperçoit qu'il y a des éléments de réel qui sont là, et vous comprenez qu'avec la mise en scène des Frères Lumière d'un côté, et d'autre part avec la présence d'éléments du réel dans les tableaux Méliès, on est à ce moment-là en droit de se demander quelle est la part, je dirais, réelle la part de vrai dans cette distinction entre documentaire et fiction. Alors, nous allons voir justement le travail de Méliès dans la diapositive suivante, si vous voulez, qui est le studio de Montreuil qu'il avait créé et qui se trouve d'ailleurs reproduit dans le film de Martin Scorsese que vous avez tous certainement vu, qui évoque les débuts du cinéma. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que Méliès lui-même mettait la main à la pâte, si je puis dire. C'est celui qui est à gauche de votre écran, et il est en train de peindre au sol ce qui va devenir la paroi d'une maison. Quant à la verrière elle-même, elle était ainsi faite de manière à laisser passer le plus possible de lumière, sachant qu'on ne pouvait guère filmer que de 10 heures du matin à 14 ou 16 heures dans le meilleur des cas. Il fallait donc être très efficace. Et vous voyez que même dans la fiction, il y a quand même des parts de matériel réel qui interviennent. Donc, dans les images suivantes, ce qui est le plus intéressant à voir, si vous voulez, c'est que nous sommes ici dans une citation de Jean-Luc Godard. Je vous ai mis les références en dessous, c'est une citation qui remonte à 1985. Il m'a semblé intéressant de faire un clin d'œil à Godard aujourd'hui, puisque vous savez que cette semaine, nous fêtons ses 90 ans. Alors, que disait Godard à propos du documentaire et de la fiction? Mettons bien les points sur les i. Tous les grands films de fiction tendent vers le documentaire, comme tous les grands documentaires tendent à la fiction. Et qui opte à fond pour l'un trouve nécessairement, vous voyez que le mot nécessairement est en italique,
l'autre au bout du chemin, nécessairement, c'est-à-dire par obligation. Et à ce moment-là, je vous ai mis à côté de cette citation qui insiste fortement sur les points de contact entre documentaire et fiction, et il va falloir voir en quoi, je dirais, consistent ces points je dirais, de rencontre. Vous avez un photogramme tiré de L'homme à la caméra de Dziga Vertov, avec l'idée que la caméra est un œil sur le réel. Mais Vertov, tout en nous disant que la caméra nous permet de mieux voir le réel que ne le fait l'œil humain, il nous dit aussi que cette caméra est destinée à organiser le réel comme il convient. Et vous voyez que si on organise le réel, nous rejoignons à ce moment-là le problème que j'ai posé tout de suite en introduction, à savoir organiser le réel, n'est-ce pas aussi aller vers la fiction? Alors, revenons, si vous voulez bien, aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un documentaire? J'ai demandé à Joël de nous mettre la diapositive suivante. Bon, voilà. Étymologiquement, le latin doceo, c'est un verbe, veut dire j'enseigne. Et si l'on se réfère au Petit Larousse, j'ai choisi la définition la plus courante, document écrit ou objet servant d'information, de témoignage ou de preuve. Et documentaire, adjectif qui a le caractère, la valeur, l'intérêt d'un document. Donc à la limite, un document, voire un documentaire, devrait pouvoir servir de témoignage dans un procès, de preuve dans un procès. Or, on sait de plus en plus à l'heure actuelle que tous les documents peuvent être falsifiés et a fortiori les images. Alors, dans le domaine filmique, on dit que le documentaire est un film de cinéma ou de télévision montrant des situations réelles. Et par extension, c'est un genre cinématographique ou télévisuel caractérisé toujours par l'exposition de situations réelles. Bon, le Petit Larousse est très péremptoire. En réalité, vous allez voir que c'est uniquement pour nous permettre d'aller plus loin. Alors, petite précision, le mot documentaire, vous l'avez vu, n'existe pas au temps des Frères Lumière et de Georges Méliès. Il apparaît pour la première fois en anglais sous la plume de George Grierson, qui était un cinéaste anglais, documentariste lui-même, qui faisait partie de ce qu'on appelait l'école anglaise. Je n'ai pas le temps de vous en parler, ça m'emmènerait trop loin. Toujours est-il, si vous voulez, que l'école anglaise était une école qui prétendait suivre, je dirais, toutes les couches de la société dans leur quotidien. Eh bien, le mot documentary, utilisé par John Grierson, qualifie un film de Robert Flaherty, nous reviendrons sur Flaherty tout à l'heure, qui est Moana, qui a été tourné à Tahiti et qui présente l'idylle et le mariage du personnage éponyme Moana, qui est une jeune femme. Or, vous savez, et nous y reviendrons tout à l'heure, que quand on fait un film documentaire, ne serait-ce que sur un mariage, on ne peut pas tout filmer. On est obligé de choisir quelque chose que l'on cadre. On est obligé ensuite de sélectionner les prises de vue que l'on a faites et on est obligé donc de couper certains moments parce qu'on ne peut pas raconter, par exemple, la vie d'une personne qui aurait vécu 120 ans comme Jeanne Calment, plus avec un film de 120 ans. Ce n'est pas possible. Par voie de conséquence, dans la mesure où on a choisi d'une part quelque chose ou quelqu'un à cadrer et on a choisi d'autre part des plans à monter, on est tout de suite dans la manipulation. Et cette manipulation, d'abord, est inféodée à un point de vue dans les deux sens du terme, c'est-à-dire un endroit à partir duquel on se place pour voir, et d'autre part, un point de vue au sens de je veux traduire telle pensée, telle idée sur ce que je vois. Il y a donc dans la notion de point de vue une sorte de subjectivité à la fois physique et mentale qui intervient, intellectuelle, et le montage, qui est inféodé à ce point de vue, nous montre que même dans un documentaire qui semble être le plus neutre possible, il n'y a pas véritablement de neutralité. Et à partir du moment où il y a point de vue, vous comprenez que par certains éléments, on peut dire que la fiction n'est pas loin. Alors, je vais demander donc à Joël de nous montrer le plan suivant. Et vous allez voir que cette notion de point de vue, ici, est illustrée par un photogramme issu d'un documentaire de Jean-Michel Bertrand, qui nous montre d'une part tout l'appareil
qu'il utilise, à savoir un téléobjectif, et d'autre part l'endroit à partir duquel il a choisi de se tenir, c'est-à-dire un endroit qui l'oblige à faire une contre-plongée, la caméra est tendue vers le haut. Et à ce moment-là, vous avez le point de vue physique, c'est-à-dire l'endroit où l'on se tient et l'angle de prise de vue de la caméra, et vous avez aussi le choix de ce que l'on va montrer et le point de vue donc intellectuel qui est ici présent. Merci, Joël. Donc l'image suivante va maintenant nous montrer un document qui est paru dans l'anti-manuel de français de Claude Duneton, au chapitre Méfiez-vous des morceaux choisis. Et le journaliste qui a fait la photo s'appelle Gilles Perrin, et la photo s'intitule Une belle victoire. Alors, vous voyez, un jeune noir qui a les bras levés, la bouche ouverte, on est à même de se dire qu'il est certainement dans un stade en train d'acclamer un but qui vient d'être marqué, peut-être. Si l'on voit l'image suivante, on s'aperçoit qu'en réalité, le jeune homme a un personnage qui lui braque un revolver dans le dos. Automatiquement, personnage blanc, en cravate, jeune homme noir qui lève les bras, image datant des années 70, à quoi pense-t-on? À l'apartheid. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que non seulement il y a une question de point de vue, mais il y a aussi une question de cadrage, de découpage et de redécoupage de l'image qui fait qu'on peut faire mentir complètement une image. De la joie que manifeste le personnage de gauche, on passe en réalité à une scène de violence et d'arrestation, peut-être par un policier. Et vous voyez qu'en fait, le sens que l'on donne à une image, il est fréquemment lié au sens que nous nous forgeons nous-mêmes dans notre tête, l'image en elle-même ne montrant pas forcément la réalité de ce que nous percevons. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, là où nous pensons à l'apartheid, en réalité, quand on regarde l'arrière-plan de la photographie de droite, on s'aperçoit qu'elle a été prise en France et que c'est toute une mise en scène à laquelle s'est livré Gilles Perrin. Ceci, justement, pour nous amener, comme le dirait Claude Duneton, à nous méfier des morceaux choisis. Donc, nous avons plusieurs mensonges superposés ici, et finalement, nous sommes totalement dans la fiction, alors que l'on était en droit de penser à l'idée suivante, nous avons dans les deux cas une trace du réel. Et pourtant, le réel, il est bel et bien là, puisque nous avons une rue dans une ville, et nous avons le corps des deux personnages à l'image, nous avons le revolver qui est bel et bien là. Donc, même si nous sommes dans la fiction, il y a des éléments de réel qui sont ici présents. Vous voyez donc ce que disait tout à l'heure Jean-Luc Godard, que la fiction touche le réel et inversement, nécessairement, c'est-à-dire par obligation, se trouve parfaitement illustré par ces deux clichés que nous venons d'étudier. Alors, je vais demander maintenant à Joël de nous montrer la diapositive suivante. Vous avez à gauche Jean Vigo, qui est un cinéaste français, qui est mort très jeune, vous savez, c'est le réalisateur de La Talente et de Zéro de conduite. Et je vous parle de Jean Vigo parce qu'il a fait partie de l'avant-garde française des années 20, avec des cinéastes comme Abel Gans ou Marcel Reverbier, et il a réalisé sur Nice un film qui est toujours extrêmement intéressant à voir, qui s'intitule À propos de Nice, virgule, point de vue documenté. Et le film date de 1930, et ce qui est intéressant, c'est que ce film a été co-réalisé et mis en image par Boris Kaufman. Alors Boris Kaufman ne vous dit peut-être pas grand-chose comme nom, mais si je vous dis qu'il est le frère de Dziga Vertov, le réalisateur de L'homme à la caméra, vous voyez qu'il y avait une interaction profonde entre les cinéastes d'avant-garde russes des années 20-30 et les cinéastes français. Il y avait une admiration réciproque et des travaux en commun qui s'opéraient. Alors, l'image que vous avez là, à côté de la photo de Jean Vigo, est volontairement provocatrice. Ça ne se fait pas de mettre une caméra sous la jupe des jeunes femmes. Pourquoi elle choisit cette image? Ce n'est pas pour vous choquer, mais c'est parce que Jean Vigo a eu finalement une volonté précise en faisant ce documentaire sur Nice. Il a fait semblant de s'intégrer dans une série de films sur les cités, je dirais, modernes, ce qu'on appelait les cités symphonies. Et il s'agissait dans ces films-là de montrer la vitesse du monde moderne. Et effectivement, Jean Vigo nous montre bien, à côté de la promenade des Anglais, des courses en voiture,
des courses en bateau, des avions, des sports de rapidité, que ce soit les boules ou le tennis. Or, à côté de cela, Jean Vigo se livre à une critique féroce, mais je dis bien féroce, de la société oisive qui se trouve sur la promenade des Anglais, et il nous montre la vieillesse dans ce qu'elle peut avoir, je dirais, de parvenu et je dirais d'avachi dans son confort. Il nous montre la concupiscence, le luxe effréné, enfin tout ce qu'on reproche aux paillettes et aux bling-bling de nos jours. Et à côté de cela, il nous montre la misère qu'il y a dans les rues populaires. Et ce faisant, quand il met sa caméra là, c'est pour nous montrer à la fois la liesse populaire, mais aussi les dessous d'une ville dont on pense qu'elle est pleinement heureuse et pleinement riche, alors qu'en réalité, elle recèle aussi des quartiers où, encore une fois, la misère règne en maîtresse. Et par voie de conséquence, si vous voulez, il affirme, lui, qu'il nous montre un film à propos de Nice. Donc, ça signifie que moi, Jean Vigo, je vais vous parler de Nice selon mon point de vue. Mon point de vue, je l'assume, mais il doit être documenté, c'est-à-dire reposé sur des éléments du réel. Et de ce fait, Jean Vigo revendique d'une part le réel, mais d'autre part le fait que ce réel passe nécessairement par sa subjectivité et en même temps son engagement en quelque sorte politique. Voilà. Vous comprenez donc qu'à ce moment-là, nous sommes amenés à nous poser la question à chaque fois quand nous voyons un documentaire, y compris dans un documentaire neutre tel qu'on peut en voir sur Arte, s'il n'y a pas derrière un point de vue, et nous y allons y revenir très rapidement. Alors, je voudrais maintenant voir la fiche suivante. Merci Joël. Vous avez ici Eisenstein, le réalisateur du Cuirassé Potemkin, qui est le théoricien par excellence du montage au cinéma. Et j'en reviens à la question du montage en vous paraphrasant un titre d'un article de Jean-Luc Godard qui est paru dans un ouvrage des Cahiers du cinéma qui s'appelle Théorie du cinéma. C'est le volume 7, vous trouvez en livre de poche. Et l'article de Jean-Luc Godard s'intitule Montage, mon beau souci. En fait, la question pour tout cinéaste, qu'il soit documentariste ou qu'il soit, je dirais, réalisateur de fiction, c'est est-ce que je prévois tout au moment du tournage ou est-ce que je rattrape tout au moment du montage? Et vous comprenez que le cinéaste documentariste qui a déjà tout son montage en tête avant de filmer peut passer pour un imposteur puisqu'il va tordre le réel et non pas suivre le réel tel qu'il se déploie sous ses yeux. Vous voyez le problème? Donc, je vais demander à Joël de nous montrer l'image suivante. Nous allons avoir recours à un cinéaste contemporain d'Eisenstein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est Dziga Vertov, qui a réalisé L'homme à la caméra, qui est un des plus beaux films muets de tous les temps et peut-être un des plus beaux films de toute l'histoire du cinéma. Et vous voyez que les deux affiches que vous avez là sont des affiches typiques des années 20 qui font écho à l'école artistique du constructivisme. Et ça, si j'insiste là-dessus, c'est que dans une affiche comme dans l'autre, vous avez le corps humain qui est littéralement disséqué et remplacé par certains éléments de la modernité. Pourquoi? Parce que, encore une fois, Dziga Vertov veut la caméra œil, c'est-à-dire nous montrer que la caméra voit plus loin que notre œil et nous inviter, nous, spectateurs, à voir aussi bien que la caméra nous invite à voir. Premier point. Et deuxième point, pourquoi le corps ainsi, je dirais, divisé en plusieurs morceaux? Tout simplement parce que Vertov nous montre ici l'idéal qu'il a du montage. En d'autres termes, il dit par exemple, moi avec le cinéma, je peux créer de toute pièce un être humain parfait en prenant les jambes à l'un, le torse à l'autre, les bras à un troisième et la tête à un cinquième. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que Vertov, il explique sa théorie du montage dans une citation que je vais vous lire maintenant. Elle n'est malheureusement pas sur le diaporama parce qu'elle aurait été un peu longue à écrire. Alors, voici ce qu'il dit. Aujourd'hui, en l'an 1923, tu marches, il s'adresse à un éventuel cinéaste, tu marches dans une rue de Chicago et je te force à saluer le camarade Volodarsky qui marche en 1918
dans une rue de Pétrograd, elle ne répond pas à ton salut. En d'autres termes, vous avez un plan qui montre un personnage dans une rue de Chicago filmé en 1918, en 1923, pardon, un autre personnage filmé cette fois-ci à Pétrograd, c'est-à-dire en Russie, 5 ans plus tôt, et par la collision des deux plans, on donne l'impression que l'un salue l'autre qui ne lui répond pas. Et évidemment, qui dit montage ici dit manipulation dans le sens le plus péjoratif du terme. Autre exemple, ajoute Vertov, on porte en terre les cercueils de héros du peuple, filmé à Astrakhan en 1918. On referme la tombe, Kronstadt 1921. Salve de canon, Pétrograd 1920. Souvenir éternel, on se découvre, Moscou 1922. Et tout ceci donne l'illusion que tout a été filmé presque dans la continuité et qu'on a assisté finalement à l'enterrement de camarades, comme dirait Vertov, c'est-à-dire de militants soviétiques, et on ne se rend pas compte du tout de la manipulation. Alors, à ce moment-là, vous comprenez qu'on peut accuser Vertov de mensonge. Mais non, pour Vertov, il s'agit non pas de mentir, il s'agit, comme je l'ai mis sur la diapositive, de construire le monde. Je vais demander à Joël de nous montrer l'image suivante. Voilà. Dziga Vertov, vous avez son portrait à gauche. Petite parenthèse, ce n'est pas son vrai nom. Son vrai nom, comme celui de son frère Boris Kaufman et de son autre frère Mikhail Kaufman, c'était Kaufman. Dziga Vertov, c'est un pseudonyme qui veut dire toupie qui tourne. En d'autres termes, le mouvement est évoqué dans le surnom qu'il s'est donné et c'est ce qu'il veut faire dans son cinéma. D'autre part, vous avez à côté de cela un photogramme issu de L'Homme à la caméra au début, qui est un des plus célèbres de l'histoire du cinéma, parce que non seulement on voit que le caméraman prend des risques insensés pour filmer le train qui vient vers lui, mais aussi parce que c'est une des premières fois qu'on parle de métadiscursivité, c'est-à-dire que le cinéaste, plus exactement le cadreur, est lui-même dans le cadre. Et à ce moment-là, c'est une façon pour le cinéaste d'inviter le spectateur à participer lui-même au film, puisqu'on voit tous les trucages du cinéma présents dans le film. Tout le temps, on voit la caméra, le cadreur à l'œuvre. Donc, ça signifie qu'il faut un autre cadreur pour filmer le premier. Et ce faisant, Vertov nous invite, avec lui, à construire un monde idéal. Pourquoi ça? Parce qu'il nous montre, si vous voulez, il nous montre une image en direct d'une cité qui est en train de se construire sous ses yeux. En fait, il a filmé 4 villes différentes et il en a reconstitué une seule, c'est la société idéale soviétique à venir. Voilà. Donc, par voie de conséquence, il faut se poser, maintenant je vais demander à Joël de nous montrer l'image suivante, merci Joël, de savoir s'il y a une neutralité possible. Et en fait, cette neutralité est totalement impossible. On le voit dans les films de Raymond Depardon ou de Frédéric Wiseman. Frédéric Wiseman ou Raymond Depardon sont des cinéastes qui essaient d'intervenir le moins possible dans ce qu'ils filment. On sait que Raymond Depardon, par exemple, dans Profil paysan, a approché très lentement les paysans qu'il voulait filmer. Il leur a laissé le temps de s'exprimer. Il les a en quelque sorte apprivoisés pour qu'ils oublient la caméra. Eh bien, dans Délit flagrant, qui date de 1994, Depardon a procédé de même, c'est-à-dire qu'il a obtenu l'autorisation de filmer dans le bureau d'un juge qui est chargé d'instruire des gens qui ont été pris en flagrant délit et qui sont en comparution immédiate avant qu'ils ne soient véritablement soit adressés à un juge, soit remis en liberté, soit placés en détention provisoire. Eh bien, ce que fait Depardon, c'est qu'il a mis la caméra face, non pas face, mais de profil par rapport à la table du juge, et une sorte, je dirais, d'égalité aux prévenus et aux juges. Et il montre d'ailleurs dans son film parfois qu'il y a des points de contact entre les deux personnages du point de vue humain, et il nous montre que finalement, les prévenus ont des réactions qui ne sont pas forcément celles que nous attendrions de la part de grands voyous. Et chez le juge, nous avons des réactions très humaines qui nous montrent qu'il n'est pas seulement une machine à écrire. Mais au milieu, il y a quand même la table et on se rend compte que les deux mondes
celui des prévenus d'une part et celui de la justice d'autre part, ne peuvent pas véritablement toujours communiquer parce qu'il y a quand même le délit qui les sépare et puis les lois, les règles à respecter aussi qui les séparent. À partir de là, vous voyez que même quand on met une caméra aussi placée de la manière la plus neutre possible, cet emplacement lui-même est signifiant puisque à la limite, la table qui mange une grande partie de l'image nous donne tout le sens et donc tout le point de vue de Raymond Depardon qui nous montre bien que tout en étant neutre, il ne parvient pas véritablement à créer cette neutralité absolue. Voilà. Et maintenant, je vais demander à Joël de nous montrer la suite, puisqu'il s'agit maintenant de voir, dans la mesure où la neutralité n'est pas totalement possible, dans la mesure où finalement le documentaire, encore une fois, dans la mesure où il est inféodé à un point de vue, le documentaire donc se rapproche parfois d'une fictionnalisation, qu'on le veuille ou non, avec une forme de dramatisation, se pose la question de savoir si le documentaire a pour fonction finalement de témoigner, de prendre parti ou de prendre à partie ou de manipuler. Bien, vous avez deux images qui semblent assez identiques, puisque ce sont deux affiches de films, mais en réalité, elles ne sont pas du tout destinées à traduire la même idée. À gauche, vous avez Shoah, l'affiche du film Fleuve de Claude Lanzmann qui dure plus de 5 heures, vous le savez. Et dans Shoah, le travail de Lanzmann consiste à ramener sur les lieux de la déportation et de l'extermination les quelques survivants qui ont réussi à échapper au four crématoire. Et ce faisant, il accompagne ces témoins sur place en les laissant parler, en laissant s'installer parfois des silences, des hésitations, des pleurs, de manière à ce que la réminiscence se produise, mais sans aucun apport d'une image quelconque d'actualité ou de mise en scène ou de reconstitution. Parce que pour Klaus Lanzmann, ce serait un véritable scandale et il veut que la réminiscence passe uniquement par le personnage qui a vécu cela et par rien de spectaculaire au sens le plus péjoratif du terme. Or, si l'on compare cette affiche de Shoah, où le personnage semble abîmé dans son regard, encore une fois, il faut toujours se méfier des impressions qu'on peut avoir, vous avez dans Bowling for Columbine le réalisateur Michael Moore qui se met en scène lui-même avec un large sourire de bon américain bien nourri au McDo et avec sa casquette qui le rend très sympathique, encore une fois le bon américain moyen, il nous montre quelle est la cible. Ce n'est pas les États-Unis, mais c'est manifestement quelque chose d'autre qu'il a sur l'épaule tendue en arrière, un fusil. Il va s'en prendre au commerce des armes et l'arme qu'il va employer contre les armes proprement dites, c'est la caméra. Et là, le regard qu'il nous lance nous interpelle et on dit qu'à ce moment-là, l'affiche a une fonction fatigue, c'est-à-dire que le personnage nous parle directement à nous. Et à ce moment-là, ce personnage qui nous parle, il nous invite à le suivre. Et dans le film Bowling for Columbine, je vous rappelle que ce film traite du massacre des lycéens de Columbine par deux autres lycéens qui se donnent la mort après avoir tué plus d'une dizaine des lycéens. Bowling for Columbine, c'est, je dirais, le bowling dans lequel les deux tueurs sont allés s'amuser avant de perpétrer leur massacre. Et bien donc, dans Bowling for Columbine, Michael Moore nous amène à sa suite pour aller secouer les gens qui vendent des armes, les magasins, mais aussi Charlton Heston en personne, puisqu'il était le président de la ligue qui était pour le port des armes. Et à ce moment-là, vous voyez que ce que fait Michael Moore, c'est que non seulement il veut témoigner, il nous prend à partie, mais en même temps, comme il opère tous les jeux de la séduction avec nous, il nous manipule et il ne s'en cache pas. Alors, à ce moment-là, se pose la question, je dirais, d'un autre élément encore tout aussi important. On va voir cela avec la diapositive suivante. Voilà. La question de la propagande en elle-même.
C'est-à-dire qu'au-delà de la manipulation, vous avez la propagande, on l'a vu un peu avec Dziga Vertov et Eisenstein, et on ne nous sommes pas du tout offusqués de cette construction de la société socialiste soviétique. Pourquoi? Parce qu'au départ, la propagande n'est pas du tout négative. J'ouvre une petite parenthèse. Il faut savoir que le mot propagande vient du latin. Propaganda, c'est un féminin qui veut dire qu'il doit être propagé, qui doit être répandu le plus possible, en quelque sorte. En fait, cela nous ramène au XVIe siècle, au moment de la Réforme. Vous savez que les protestants ont voulu retourner au texte de la Bible et des évangiles en utilisant la langue originale. On ne lisait jusqu'à présent la Bible et les évangiles que dans des traductions latines. Ils ont voulu, les protestants, retourner à la Bible en hébreu et aux évangiles en grec. Et à ce moment-là, ils ont reproché aux catholiques leur ignorance. Et ça a fait un grand succès dans le milieu des intellectuels, ce qui a produit chez le pape Clément VII une volonté de se mesurer avec les protestants sur leur propre terrain. Il a créé une congrégation qui a été chargée de, je cite, des propaganda fidei, de propager la foi, comprenez la foi catholique, romaine, pour lutter donc contre les théories protestantes. Et ce faisant, il a demandé donc à tous les membres de cette confrérie d'être aussi cultivés que les adversaires qu'ils allaient devoir affronter sur le plan intellectuel. Et à ce moment-là, vous voyez que le mot propagande n'a pas du tout de sens péjoratif, au contraire. Et au début, la notion de propagande n'est absolument pas négative, puisque regardez la citation que vous avez sous les yeux. Celui qui parle, c'est Anatoly Lunacharsky, qui était pendant plusieurs années le commissaire à l'instruction publique de Lénine. Et il faut savoir que sous Lénine, il y a eu un effort considérable d'alphabétisation des Russes, puisque la plupart des membres de la population étaient totalement illettrés. Et voici ce que dit Vladimir Ilitch, à savoir Lénine: vous qui passez chez nous pour le protecteur des arts, vous devez absolument vous souvenir que de tous les arts, le plus important pour nous, c'est le cinéma. Je me souviens, dit Lunacharsky, que ces paroles mirent un terme à l'entretien. Bon, pourquoi cela? Eh bien, en fait, Lénine n'aimait pas du tout le cinéma. Il n'y allait jamais, ça ne l'intéressait pas. Mais il dit bien, de tous les arts, le cinéma est le plus important pour nous. Ça ne veut pas dire le plus beau, ça veut dire celui qui est le plus à même de toucher les populations ignorantes et le plus à même, justement, de faire passer la propagande soviétique, parce que dans les campagnes reculées de Russie, le seul moyen de, je dirais, pénétrer, c'était le chemin de fer. Et par le chemin de fer, on emmenait dans les campagnes des wagons dans lesquels on filmait les soviétiques, et le jour même, le soir même, on leur projetait les images qui avaient été filmées d'eux-mêmes, ils se voyaient eux-mêmes, et c'était une façon, en quelque sorte, de les éduquer et de les alphabétiser petit à petit par ces wagons qu'on appelait les wagons de l'agit-prop. En d'autres termes, on revendiquait la propagande. Le terme de propagande qui, en quelque sorte, construit une histoire, qui est en fait une fiction qui essaie de vous raconter une sorte de geste, en particulier du peuple soviétique. Le terme va devenir négatif avec tout simplement les nazis. Là, je vais demander à Joël de nous montrer l'image suivante. Et évidemment, se pose la question de Leni Riefenstahl, dont on a pu parler il y a à peu près une dizaine de jours à la télévision. Il y a un documentaire sur Arte qui a dénoncé justement toute l'hypocrisie du personnage. Bon, c'était un documentaire fortement à charge, mais toujours est-il qu'effectivement, Leni Riefenstahl était la cinéaste des nazis, puisqu'elle a réalisé, entre autres, Triomphe de la volonté, qui était la retranscription du congrès de Nuremberg de 1934, et Les Dieux du Stade, qui était une ode à la gloire du corps arien, du corps nazi à propos des Jeux Olympiques. Alors, Leni Riefenstahl a toujours nié avoir connu les exactions des nazis, et elle a toujours nié avoir voulu faire une œuvre de propagande avec Triomphe de la volonté, et elle a dit: j'ai fait un documentaire, en se réfugiant derrière un prétexte qui est: je n'ai ajouté aucun commentaire aux images.
Et vous comprenez que par rapport à tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, c'est totalement absurde et mensonger, puisque les images, par leur montage et leur magnificence, parlent d'elles-mêmes, d'une part, d'autre part parce qu'elle a eu 80 personnes pour filmer un documentaire, qu'elle a eu l'autorisation de monter dans la voiture d'Hitler juste derrière lui, et qu'elle a obtenu l'autorisation de retourner certaines séquences a posteriori. Donc, par voie de conséquence, il y a bien montage, manipulation, et s'il n'y a pas de, comment dire, de commentaires, de voix off, c'est tout simplement parce qu'il y a déjà les discours des nazis, il y a surtout la parole d'Hitler, au-dessus de laquelle on ne peut pas aller, puisque Hitler est le Dieu incarné, en quelque sorte, le Führer, et ensuite de cela, il y a la musique qui entraîne suffisamment et fascine suffisamment le peuple pour qu'il n'y ait pas besoin d'en ajouter. Il faut savoir d'ailleurs que Leni Riefenstahl, dans l'organisation des prises de vue, a été aidée par Albert Speer, qui était le futur architecte du régime nazi. Donc vous comprenez que tout avait été préparé et surpréparé, et à ce moment-là, on est totalement dans la propagande, dans le sens le plus péjoratif du terme. Frank Capra, quand il a vu le film Triomphe de la volonté, a été absolument effrayé par, je dirais, la puissance de fascination et de séduction que représentait ce film, avec tout le mal incarné en même temps qui se profilait derrière avec Hitler. J'ai demandé d'ailleurs à Joël de nous montrer le plan suivant. Voilà. Regardez les affiches des films avec évidemment la graphie qui est très parlante et qui évoque l'écriture gothique. Et vous avez le Führer, très souvent, voire toujours filmé en contre-plongée, celui par qui le salut arrive, et les masses qui font un seul bloc, hein, comme on disait, ein Führer, ein Volk, un Führer, un peuple. Et vous comprenez qu'à ce moment-là, tout semble se diriger vers Hitler, qui est l'homme providentiel, et ici on est en train d'écrire véritablement la geste nazie avant même qu'elle ait eu lieu, et à ce moment-là, on est dans une fiction totalisante, puisque le début du film assimile Hitler descendant de son avion à au dieu Odin venu sur Terre relever la Grande Allemagne. Puisque tout Nuremberg accueille Hitler, c'est-à-dire la vieille Allemagne, l'Allemagne traditionnelle, accompagne le Führer dans son itinéraire. C'est très impressionnant et c'est un film qu'il faut utiliser avec beaucoup de précautions parce qu'il pourrait rendre n'importe lequel d'entre nous adepte du parti nazi. C'est un film très dangereux. Donc, ceci nous amène à l'image suivante, qui est maintenant, dans la mesure où nous avons vu que un documentaire est un récit, qu'il porte en lui une grande part de subjectivité, voire une part de fiction, il faut aller plus loin et se poser la question de doit-il avoir un scénario? Alors, vous avez deux théories qui s'opposent. Marcelo Fulz, c'est le réalisateur du Chagrin et la pitié, qui a fait scandale en 1971 parce qu'il a évoqué le comportement des Français sous l'occupation et il a montré que tous n'étaient pas des résistants, tant s'en faut. Certains étaient des attentistes, d'autres des résignés et d'autres encore de fougueux pétainistes. Et voici ce que dit Marcel Ophuls, qui a d'ailleurs voulu retirer les trémas sur son nom pour justement ne pas passer pour, pour ne pas revendiquer ses origines germaniques. Il déclare à propos du documentaire: dans le documentaire, il faut transformer le vice en vertu, se débrouiller avec ce qu'on a. Si on s'encombrait d'un scénario, le documentaire ne respirerait plus, ce serait comme un train sur un rail et en plus dans un tunnel. La seule qualité du documentaire, c'est la spontanéité. Il faut l'utiliser, pas la brider. C'est ce qu'il disait aux Inrecuptibles. Donc, le chagrin et la pitié a été monté a posteriori à partir des témoignages qu'il a pu glaner ici ou là. Alors que Robert Flaherty, celui qui a réalisé 1920, Moana en 1926 et qui a créé avant Nanook l'Esquimau, qui est l'un des films fondateurs du documentaire, que dit-il? On doit parfois mentir pour atteindre la vérité. On doit parfois mentir pour atteindre la vérité n'étant pas forcément la réalité. Et donc, à ce moment-là, il établit un geste cinématographique qui n'est pas simple enregistrement du réel,
mais c'est une sorte de rapport physique intime avec la réalité. Et il a demandé à Nanook l'Esquimau, quand il l'a filmé en 1922, de lui proposer des idées. Et petit à petit, Nanook lui-même, elle lui disait, nous pourrions faire ceci, nous pourrions faire cela. Et il y a eu tout un dispositif mis en scène, je dis bien mis en scène, parce que certains gestes du quotidien étaient refaits par Nanook pour que la caméra puisse mieux les filmer. Et il y a eu aussi des trucages, puisque quand on voit Nanook construire un igloo et ensuite la famille s'y blottir, cet igloo en fait n'a été fait qu'à moitié parce qu'il n'y avait pas assez de lumière qui y pénétrait compte tenu de la faiblesse de la pellicule de l'époque 1922, rappelez-vous cela. Et donc on donne l'impression d'être dans un igloo complet alors que nous sommes dans un igloo construit à moitié pour les bienfaits de la lumière. Vous voyez donc Flaherty, qui est pourtant l'un des pères du documentaire et qui revendique véritablement son approche du réel, parle plus de vérité que de captation brute du réel. La vérité étant plus l'essence du réel que le réel en lui-même, qui ne veut rien dire si on se contente de le capter. En d'autres termes, le point de vue qu'on adopte sur le réel est à la fois subjectif et peut-être aussi révélateur de vérité. Et vous voyez qu'à chaque fois, nous frôlons la fiction. À chaque fois, nous frôlons la fiction. Je vais demander à Joël l'image suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, pour nous mettre véritablement dans une question précise, je vous propose un travail sur un documentaire que beaucoup de gens ont vu, qui date de 2016, qui s'appelle La Vallée des Loups, et qui a été filmé non loin, enfin pas très loin de Cannes, puisqu'il a été filmé au-dessus de Gap, dans les Hautes-Alpes, dans la vallée du Champsaur. Alors, cette image, c'est l'affiche du film de Jean-Michel Bertrand, nous montre tout de suite l'intention du réalisateur, c'est de se mettre en position d'attente pour, dans une nature majestueuse, faire enfin une rencontre qui est celle des loups, dont on dit qu'ils sont revenus en France depuis l'Italie, mais que personne n'a encore jamais vu. C'est ça son point de départ. Voyons l'image suivante, s'il vous plaît, Joël. Merci. Ouais. Dans la vallée des loups, que se passe-t-il? Jean-Michel Bertrand nous explique au début du film qu'il vient de terminer un documentaire sur les aigles et que tout d'un coup, le fait d'avoir pu filmer les aigles de près comme il l'envisageait lui fait entrevoir une autre rencontre possible, c'est celle des loups dont on dit qu'ils sont de retour. Il se lance donc dans une nouvelle quête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a eu un équilibre initial. Au départ, il est très heureux d'avoir rencontré les oiseaux, les aigles. Et l'élément modificateur, c'est l'idée qui lui vient, et pourquoi pas des noms. À partir de là, il va se lancer dans une quête qui va durer 3 ans, pendant laquelle il va pouvoir poser des caméras un peu partout, des caméras infrarouges, essayer de filmer de loin, essayer d'approcher de plus ou moins près les loups, et cela va évidemment être émaillé de péripéties avec en particulier des catastrophes naturelles, grêle, neige, pluie, etc. Au bout de 3 ans se produit l'aboutissement, la rencontre avec les loups, le fait que le personnage peut se faire admettre par eux de loin, mais aussi tout d'un coup une prise de conscience de Jean-Michel Bertrand, à savoir que s'il continue à rester auprès des loups, il va trop les amadouer, il va les rendre moins sauvages, et ce faisant, il va en quelque sorte bouleverser l'ordre naturel, et il va les rendre en quelque sorte fragiles par rapport à l'être humain dont ils se méfieront beaucoup moins. Et il décide de repartir avec un nouvel équilibre, il les laisse chez eux. Alors, ceci nous montre donc qu'il y a un schéma actentiel, c'est-à-dire un héros, Jean-Michel Bertrand lui-même, qui se filme. C'est curieux, il se filme, comment peut-il le faire? Il y a un mobile, trouver les loups, une quête, 3 ans de recherche, un bénéficiaire, lui-même, mais peut-être aussi les gens à qui il va rapporter des images, et peut-être aussi tous les scientifiques auxquels il va prouver quelque chose, c'est que les loups ont une organisation sociale au même titre que nous, humains, avons une organisation sociale. Et une organisation sociale qui est écologique et équilibrée, nous montre-t-il.
Les adjuvants, ça va être évidemment les loups eux-mêmes, mais aussi les éléments naturels parfois, mais aussi des aides humaines qu'il a pu avoir avec des gens qui lui ont donné de la nourriture, qui l'ont aidé à acheter son matériel ou qui ont pu l'accompagner. Nous allons voir ça. Quant aux opposants, ben, ce sont les loups eux-mêmes, ce sont les autres animaux et c'est évidemment aussi des éléments naturels. Donc, vous voyez que j'ai fait entrer dans un documentaire tout ce qui concerne le schéma narratif et le schéma actantiel, en d'autres termes, ce qui est normalement réservé à un récit de fiction tel qu'on l'étudie encore au collège et au lycée quand on fait une analyse d'un roman ou d'une nouvelle. Vous voyez qu'on a ici tous les éléments de la fiction. Je demande à Joël l'image suivante. Merci Joël. Vous avez ici évidemment le héros, Jean-Michel Bertrand lui-même, et ensuite de cela, image suivante, vous avez un problème qui se pose. Qu'est-ce qu'a voulu faire Jean-Michel Bertrand? Eh bien, dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, il s'est lancé dans une quête et une enquête policière. Il a éprouvé des émotions, il a contemplé, il a redécouvert la nature et il s'est petit à petit livré à une réflexion sur les rapports de l'homme et de la nature. Et ce faisant, il nous a amené à reconsidérer du point de vue social, du point de vue mental, tout ce qui, jusqu'à présent, était chez nous des idées reçues. Vous savez que pendant longtemps, le loup, c'était le personnage le plus honni de la littérature, parce que c'est celui qui faisait extrêmement peur au Moyen Âge. Rappelez-vous, la famine a mené le loup. Et n'oubliez pas qu'au Moyen Âge, il n'y avait aucune lumière qui peut éloigner les bêtes sauvages. Donc, ce n'est pas un hasard si la peur de l'homme du Moyen Âge, à côté de la peur de l'enfer, c'était la peur de la peste, la peur de la guerre, la peur de la famine et la peur du loup, qui allaient de pair, bien entendu. Or, ce que nous montre ici Jean-Michel Bertrand, c'est qu'il s'agit de redécouvrir ce que sont les loups et en même temps de nous redécouvrir nous-mêmes. Et ce faisant, à la fois, il est un peu narcissique parce qu'il se montre beaucoup à l'écran et il livre aussi une auto-analyse sur lui-même, comme le fait Montaigne, et ce faisant, il nous invite, nous, à nous analyser nous-mêmes. Voilà. À partir de là, il va se lancer dans une quête qui va être marche avec les loups. Il va revenir quelque temps après et accompagner les loups depuis la vallée du Champsaur jusqu'au-delà de Grenoble. Alors, ce qui est intéressant, voyez-vous, c'est que quand on voit le film, on s'aperçoit qu'il est impossible que Jean-Michel Bertrand ait filmé tout seul. En réalité, il a bel et bien suivi les loups pendant 3 ans. Il a bien intégré des films, à son film, pardon, des prises de vue personnelles. Mais pour se mettre en scène lui-même, pour compléter les trous en quelque sorte, il a demandé à un caméraman, à une caméraman plutôt, parce que c'est une femme, de l'accompagner sur les lieux, je dirais, où il a demandé à ce qu'on reconstitue certaines séquences. Il a demandé à un autre cadreur de l'accompagner pour faire des plans avec un drone. Il a demandé à un musicien de composer une musique et il avait même un ami qui était en quelque sorte photographe de plateau, Jean-Michel Baudin. Et il a donc eu une toute petite infrastructure, mais quand même une infrastructure qui nous montre bien qu'il n'était pas seul dans la reconstitution de son aventure. Et d'autre part, ce qui est intéressant aussi, c'est que les lieux où il a tourné a posteriori son aventure ne sont pas les lieux où il a véritablement vécu cette aventure. Pourquoi? Parce qu'il ne veut absolument pas que l'on découvre où sont les loups. Il veut que ceux-ci restent à l'état sauvage et en toute tranquillité. Donc on est bel et bien ici dans un documentaire, mais éminemment subjectif et éminemment fictionnel. Vous voyez donc que l'opposition entre documentaire et fiction est certainement quelque chose de très, très discutable. Alors, je prends un exemple, merci Joël pour l'image, on va la couper pour un certain temps. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que je vous invite à voir un film qui s'appelle Lettres de Sibérie, que vous pouvez trouver en extrait facilement sur YouTube. C'est un film de Chris Marker. Chris Marker a eu un documentaire qui lui a été commandé par la société Argos Film sur la ville de Yakoutsk, donc qui est une ville qui fait partie de l'ancienne URSS. Et là, sur une durée d'1 minute 30,
sur les mêmes images de la ville de Yakoutsk où l'on voit des ouvriers travailler dans une rue, Chris Marker s'amuse à mettre 3 commentaires différents. Un commentaire à la gloire du socialisme soviétique, un commentaire neutre de constatation et un commentaire capitaliste, évidemment assez critique sur la société soviétique qui serait retardée. En d'autres termes, ce qu'il nous prouve par là, c'est qu'aux images, on fait dire ce que l'on veut et en quelque sorte, avec des images même du réel, on peut raconter l'histoire que l'on veut, on peut donc fictionnaliser comme on l'entend. Alors, à ce moment-là, vous me permettrez de voir avec vous que ce qui compte finalement, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Ce qui est important, en quelque sorte, c'est que la manipulation de l'image est nécessaire. La subjectivité est, je dirais, en quelque sorte obligatoire, et que d'une manière générale, ce qui compte, c'est le point de vue documenté, comme nous le disait Jean Vigo, et que ce point de vue, qui nous amène parfois à une forme de narration, soit lié, je dirais, avec une forme d'honnêteté intellectuelle qui montre effectivement que l'on est là dans une analyse personnelle et que le spectateur lui-même doit comprendre que ce qu'on lui montre est un chemin à suivre, comme dirait Chris Marker, vers une forme de vérité, sachant que la vérité, avec un grand V, est très difficile à atteindre et que les éléments de réel sont là pour appuyer notre réflexion, mais ne sont en aucun cas, je dirais, chargés d'eux-mêmes d'une signification intrinsèque. En fait, la signification, c'est nous qui la donnons. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant dans un film de fiction comme dans un film documentaire, c'est de voir qu'il y a une relation en quelque sorte trinitaire, c'est-à-dire qu'il y a déjà ce que l'on filme, que ce soit une mise en scène de fiction ou des images du réel dites documentaires. Il y a celui qui filme et qui monte. Alors, ça peut être la même personne ou ça peut être plusieurs personnes. Donc, il y a le filmé et le filmeur. Mais il y a aussi le spectateur qui reçoit l'image documentaire en fonction de sa sensibilité, mais aussi en fonction de l'époque dans laquelle il vit. Et en d'autres termes, ce qui est intéressant, c'est qu'un film de fiction des années 30 va devenir aussi un film documentaire pour nous. Si vous prenez par exemple le début de La Bête humaine de Jean Renoir, tiré du roman d'Émile Zola, le début du film qui nous montre Jean Gabin conduisant une Pacifique, donc la locomotive la plus rapide de l'époque, une Pacifique 231, cette locomotive serait de nos jours une locomotive de TGV. Et donc, à ce moment-là, en voyant ce film, il y a l'aspect documentaire propre aux années 30, mais pour nous, il y a un nouvel aspect documentaire qui est un aspect documentaire historique sur la manière dont on conduisait une locomotive à l'époque, mais aussi sur la manière dont Jean Renoir captait cet élément de réel des années 30. Donc, vous voyez qu'en fait, toute image est une image du réel, mais c'est une image qui est sans cesse à interroger et qui est sans cesse à réinterroger en fonction de l'époque où nous nous trouvons et en fonction évidemment de notre culture et de notre propre sensibilité. En d'autres termes, opposer fiction et documentaire, oui, c'est faisable dans la mesure, si vous voulez, où on accepte l'idée, et là je vais demander à Joël de nous montrer la dernière, l'avant-dernière ou la dernière diapositive, voilà. Donc après, s'il vous plaît, Joël, merci, puisque là c'était une image après. C'était une image donc de voilà, merci. Le documentaire est bien un genre à part. Il y a de la fictionnalisation, mais il y a bien une identification qui peut s'opérer avec une notion de subjectivité. Il y a bien ces éléments-là qui montrent que le documentaire est en quelque sorte inféodé à un point de vue, à un récit, à, je dirais, une personnalité, mais ça n'empêche pas qu'on témoigne sur le monde et qu'on apporte à la limite un peu plus de réel, puisque si on ne découvre pas la réalité, on amène au moins à s'interroger sur cette réalité et à découvrir une forme de réalité, une forme de vérité. Et donc, ce serait la dernière image que je demanderai à Joël de nous montrer. Cette image, c'est tout simplement le fait que le documentaire
doit nous amener à repenser le monde et à éviter de croire que ce qu'on nous montre est totalement le réel, sans aucun prisme, sans aucune déformation. Le documentaire, comme l'image du réel, ne sont que des chemins que l'on peut emprunter, encore une fois, vers une forme de vérité, laquelle vérité ne peut être que transitoire, passagère. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie et j'espère que cela ne vous a pas emmené trop loin et n'était pas trop intellectualisant. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, à très très bientôt Bruno. Au revoir. Au revoir.